entrepreneurs tout de suite parce qu'ils ont ça dans l'âme. Et aussi, on voit avec des gens dans leur vécu. On voit des jeunes, quand on reçoit des jeunes, papa et maman, ils ont été entrepreneurs. Voilà. De manière à pas être entrepreneur, il faut être un peu rebelle. Hein. Enfin, si tu ne doubles pas la file à un moment donné, tu n'arriveras pas le premier, c'est pas possible. Hein. Salut à tous, vous écoutez la deuxième émission de la saison 2 du Crisby Radio Show, l'émission dédiée aux entrepreneurs qui viennent partager avec nous leur expérience des affaires et une partie de leurs astuces en développement de business. Et là, auditeur, tu t'inquiètes, ont-elles tenu le coup suite à la reprise de l'émission le mois dernier? Eh bien oui, elles sont solides comme des piliers, pas de barre, et affûtées comme des ailiers survoltés du stade toulousain. Nous avons toujours l'honneur d'avoir avec nous nos deux businesswomen de compète, Tiffaine, la pro du market et des tendances business, et Elodie, la championne de la vente. Salut les filles, ça va? Salut Olivier, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons un invité de haut calibre. C'est Tiffaine qui est allée à la pêche au large pour nous dégoter du méga lourd niveau entrepreneuriat. Alors oui les filles, je vous le dis, tremblant d'inquiétude, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Oui, il est là. Son CV est tellement puissant que notre invité du mois m'a épuisé rien que pour écrire cette rapide intro. Il m'a fallu 12 boîtes de vitamines, formule ultra concentrée aux extraits de gingembre noir d'Amazonie, très rare, rien que pour essayer de décortiquer son profil LinkedIn. Après des débuts à la cool, comme président de filiale, chargé de développement dans une boîte de 1000 personnes au chiffre d'affaires de 55 millions d'euros, une broutille, il crée 2 ans après une société d'études en informatique industrielle, effectif 50 personnes, CA à 3 millions, rien que ça. Depuis, il a enchaîné dans la foulée comme président de 3 nouvelles sociétés avec toujours des effectifs dingues et des CA totalement indécents. Mesdames et messieurs les entrepreneurs, profitons vite d'une heure de son temps avant que les winners du Nasdaq ne lui mettent le grappin dessus. Nous recevons avec joie l'actuel CEO et cofondateur de la société Powo, Jean-Claude Allot. Salut Jean-Claude. Si j'en ai fait trop, je suis allé voir sur ton profil. Hein. J'aurais presque envie de repartir dessus, parce que là, la dose, elle est au top. Hein. Mais il n'y a que du vrai ou? Oui, il y a du vrai, mais avec des années, on fait beaucoup de choses, mais ça reste que des entreprises ou avec du commerce, avec des clients. Mais on n'est ni des médecins, on n'est ni des chercheurs, on est là pour faire du business, comme on dit vulgairement, mais avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que les années sont passées, et quand on fait un récap de ce qui s'est passé, c'est très sympa, et merci à toi. Je t'en prie. J'ai juste attrapé l'info sur LinkedIn, hein. Et voilà, donc normalement, à moins que tu aies triché. Non, mais il y a des choses cachées, je ne le dirai pas ce soir. Voilà. Tu peux. Allez, gonf, on s'en va passer donc directement à l'interview cash. Donc on va t'interviewer avec les filles sur différents sujets, notamment l'entrepreneuriat et ton parcours. Ensuite, on aura la Killing Info Business, donc ça c'est Tiffaine qui va s'en occuper. Et notre jeu à la fin, le fameux Crisby Fight, où on conclura l'émission et tu vas affronter les filles dans un duel sans merci. Elles sont très très mauvaises perdantes. Il y a 3 questions. Donc il va falloir tu te débrouilles avec ça. On laisse pas loin, t'as la marque qu'on gagne, c'est pas pareil. Vous avez gagné la dernière fois. Oui. Ouais, c'était bon. Bon, allez, c'est parti. Bon, donc on va. Tu m'aideras. Je peux pas. J'ai écrit. Ah, oui, Par contre, j'essaye en général. Il y a 1 ou 2 questions en général où j'avantage un petit peu l'invité. D'accord. Mais elles sont coriaces. En général, maintenant, alors elles le savent, donc elles vont voir le domaine d'expertise de l'invité et je suis sûr qu'elles se renseignent en douce. Elles le disent pas. On a que ça à faire. Donc je suis allé voir ton profil. Moi, je suis allé voir ton profil. Alors, on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés. Enfin, ça date d'aujourd'hui là. Voilà, je suis allé voir un petit peu et j'ai quelques noms à te lâcher. J'ai la Texas State University. J'ai trouvé, je te lâche des mots un peu comme ça. A-System 2003-2004. Donc j'ai vu organisation et développement de la société, fusion de 8 sociétés en France et 3 en Espagne. Voilà, donc j'ai trouvé ce type d'infos. Président fondateur en 2005 de MT2D. Ouais.
Société d'études et de développement en informatique industrielle, effectif 50 personnes, chiffre d'affaires de 3 millions. C'est passé ensuite à Aliotech en 2007. Ouais. Tu nous expliqueras les détails. Et Alpham Technologies, donc un pôle d'expertise technologique pour répondre aux besoins du marché de l'industrie, de l'énergie, des télécoms et d'Internet. Et enfin, Powo depuis 2017. Ouais. Voilà, donc j'ai quelques petites infos avec notamment le concept du Poworking. J'ai trouvé ça sur le site, donc si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais, qui tu es. Je vais juste parler du passé parce qu'il faut en parler dans le cadre de l'émission, mais c'est pas... Histoire de resituer les choses. Ouais, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même l'actualité et puis le futur, parce que si on vit tous avec son passé, on va pas aller bien loin. Un parcours qui a été... dans les années 2000, j'ai eu le plaisir... De participer avec la société Brim Technologies, donc un passage en bourse. J'étais rentré dans Brim Technologies, il y avait un peu moins de 100 personnes. Et on a, avec l'arrivée de fonds d'investissement, des acquisitions, on est passé en bourse et le groupe est monté à un peu plus de 1200 personnes. Il a été cédé après à Système. Et toujours pareil, après un an de rapprochement entre Assystem et Brim Technologies, une fois que le travail a été fait, je suis sorti de ce projet-là et j'ai monté MT2D de zéro comme aujourd'hui pour Powo. 2005, c'est ça. Alors pour la petite anecdote, MT2D à l'époque c'était un petit dossier que j'avais ouvert sur mon PC qui était mon travail de demain. Et quand la société a démarré, quand j'ai monté ma nouvelle société, donc j'ai quitté Assystem en décembre 2004, MT2D a commencé à peu près en mai 2005. Et j'ai dit, je vais appeler la société MT2D comme dans mon fichier, puisque j'avais mis toutes mes petites idées dedans. Ok. Et j'ai transformé mon travail de demain en management, design, technologie et développement. Et ça, c'était ta première boîte? Oh non. Enfin, en tant que créateur, je veux dire. Oui, en partant de zéro, oui. Oui, voilà. Parce que dans toute ma carrière, j'ai eu le plaisir d'être à la fois opérationnel et actionnaire. Parce que je ne conçois pas le métier d'entrepreneur de fait, mais même en termes de manager sans investir un petit peu de son argent, parce que je crois que, et puis c'est un petit peu, je pense, la vocation de la firme, accueillir des gens qui s'engagent, et on devient entrepreneur que le jour où on commence à financer son projet. Tu as toujours eu cette fibre-là d'entrepreneuriat, enfin, dès le début? Oui, j'ai toujours eu cette fibre-là, j'ai eu toujours envie de faire ça, et d'ailleurs, dans Brim Technologies, j'ai mis toutes mes économies et j'ai eu la chance que c'était un beau projet avec qui j'avais des associés qui étaient dans le monde de la finance, qui étaient beaucoup plus impliqués que moi et avec qui on a fait un parcours où on s'est entraidés. Et bon, les belles années de l'an 2000 où passer en bourse, c'est pas comme aujourd'hui. Donc, quand je parlais du Nasdaq tout à l'heure, j'étais pas complètement à côté de la plaque. Oui, mais bon. un peu ambitieux et voilà, ambitieux, mais pourquoi pas. C'est flatteur. C'est flatteur. Monsieur est flatteur. On essaie de bien accueillir nos invités. Les filles, des questions peut-être? Non, c'était qui finit. T'as pas de questions, donc en gros tu sers à rien dans cette émission. J'attendais la suite. Merci Tiffen. J'attendais la suite. Je vais continuer. Donc, faut finir. MT2D, et puis après, toujours pareil, une société comme MT2D a très vite grossi, a été confrontée à des problématiques de référencement, d'où un rapprochement à un véhicule qui s'appelait Aliotech, qui est un véhicule financier. Et que j'ai quitté en 2014, donc j'y suis rentré en 2007, je l'ai quitté en 2014, avec toujours des postes à la fois managériales, et puis la société MT2D a été portée en capital, donc j'ai été aussi actionnaire d'Aliotech. Puis après, quand j'ai quitté Aliotech, j'avais envie de racheter des sociétés, et j'avais le projet Powo. Dans mes petits cartons. Pareil, tu avais fait un petit dossier sur ton ordinateur, tu avais noté quelques idées ou... J'avais noté, mais là j'avais pas de nom à l'époque. Okay. Le nom, ça a été de la création qu'on a fait avec mon associé. Et pour démarrer Powo, je ne voulais pas le faire tout seul, comme j'avais fait MT2D quelques années avant. Et là, l'idée, c'était de dire avec qui je peux m'associer. Et je crois qu'un des éléments importants dans une entreprise, c'est justement de trouver l'associé avec qui on est en capacité de partager, de se challenger, parce qu'il ne faut pas rester sur ses acquis, et surtout avoir la confiance.
et une confiance mutuelle, parce que si tous les matins en se levant, on essaie de réfléchir, tu fais quoi, t'es où, voilà. Donc le projet lui a plu, et on est parti ensemble sur ce projet POO. Et donc POO, c'est né il y a maintenant il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. POO avait pour vocation, a toujours pour vocation, je ne sais pas pourquoi on a le passé, mais de T'es sortir. déjà sur un autre projet. Il a plein d'idées. Ouais. Mais c'est de surfer sur l'évolution du monde du travail. Ouais. Et le constat de base, c'était le talent de demain ne va pas être salarié. Le talent de demain va dire, moi j'ai des compétences, mais par contre, je ne veux pas être contraint d'une manière personnelle sur des situations géographiques qui ne m'intéressent pas, aller travailler dans des pays où j'ai pas envie, où je ne veux pas être contraint sur travailler sur des projets qui ne me motivent pas. Et là aujourd'hui, ces talents-là, c'est eux qui décident où, comment et quand ils vont travailler. Okay. Et ce constat, tu l'as fait il y a longtemps ou... Disons que mon parcours a été dans le giron des ESN, des SS2I. Et on arrive à une limite dans l'exercice, donc avec ses salariés dans une SS2I, c'est de dire, on l'embauche, une personne, un jeune ingénieur, on l'embauche, on lui propose un projet, il sort de l'école, il est content. Mais au bout d'1 an ou de 2 ans, on va lui dire, une mission s'arrête, on va le mettre là où on a du travail. Alors la société est obligée de faire ça. Et le salarié, il n'a pas le choix, il doit suivre. Et souvent, ça ne correspond pas à ce qu'on lui a vendu au départ. Parce qu'au départ, on lui a dit, tu viens chez nous, tu auras les meilleurs projets, tu verras, on va il faut être un peu vendeur, sur le coup. Oui, on va t'augmenter régulièrement, tatati, tatata. Bon. Mais c'est normal, c'est pas un discours, c'est une réalité de la SS2I. Et quand j'avais des réunions avec mes salariés, il y avait un moment où j'étais un peu gêné. On se retrouvait le soir dans une agence où il y avait une centaine de personnes et puis on racontait la stratégie, tatata. Et au final, on savait qu'on ne pourrait pas tout tenir. Donc il y a ce côté vendeur, mais il y a aussi ce côté humain. Et je pense qu'avec l'âge, parce que maintenant j'ai pris quelques années quand même, et avec l'âge, on a une relation avec l'humain qui est différente. D'accord. Le monde va évoluer vers ça de plus en plus vite, tu penses Parce qu'on sent, de toute façon, qu'on va vers ça. Alors oui, ça, pardon. Les filles, allez-y, ouais. Élodie ? Non, effectivement, on voit bien que c'est la tendance de demain. La nouvelle masse salariale, quelque part, seront les freelances. Moi, la question que je me suis posée, c'est comment, en 2017, toi, ton associé, vous avez déjà perçu cette tendance-là, en fait? Alors, d'abord, moi, j'ai fait une analyse avant. J'ai regardé ce qui se faisait à l'étranger. On a, je ne sais pas s'il y a un exemple, mais les États-Unis sont porteurs d'évolution, et notamment dans le monde de l'industrie, dans le monde de la gestion des ressources. Il faut savoir qu'aux États-Unis, d'ici une dizaine d'années ou une vingtaine d'années à peu près, un travailleur sur 2 sera en mode freelance. Alors, on peut lire un peu des choses un petit peu différentes parce qu'on ne sait pas si dans les freelances ils mettent aussi des intérims. Donc, Mais c'est une tendance de fond qui est très forte. Si vous allez dans les pays du Nord, on prend la Hollande. La Hollande est déjà rompue à ce type de contrat. Il y a beaucoup de freelance. La Belgique, pareil. Voilà. Nous, en France, on a, alors c'est pas grossier ce que je dis, mais un certain confort dans une relation avec l'entreprise qui est due du fait qu'on a quand même encore quelques entreprises qui sont étatisées donc les gens vivent avec cette notion, je suis salarié, je suis protégé, et ça peut durer longtemps. Dans ces pays-là, alors je parle même pas des anglo-saxons, parce que là c'est encore l'opposé. Les anglo-saxons, on le sait, c'est un jour de travail, un jour de contrat, et puis ça peut changer. Donc pour répondre clairement à la question, j'avais fait cette analyse-là, et je voyais qu'en France, il y avait de plus en plus de personnes
qui avaient cette envie de se mettre à leur compte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des freelances le font par choix. Ouais. Donc, Tant que ça, Ah oui, oui. par choix, ouais. Parce que moi j'ai une théorie là-dessus sur les indépendants freelance. Je pense qu'il y a deux profils. Il y a ceux qui sont, ça je te posais la question au début, il y a ceux qui sont câblés pour ça dès le départ, qui ne le savent pas forcément et qui s'en rendent compte. Et il y a ceux qui le font parce qu'au moment ils sont confrontés à une situation, ils se retrouvent dans une ville peut-être qu'ils connaissent pas, ou dans une situation économique qui fait que ils n'ont pas d'autre choix que d'y aller et de se lancer en freelance ou en indépendant. Toi tu dis 90% quand même par choix. Ah oui, oui. Et alors, cette discussion-là que tu as là, elle était vraie il y a une dizaine d'années. Ah ouais. Ça donne du sens à ce qu'ils font. Enfin, eux, ils le perçoivent comme ça. Ils disent, j'ai l'impression de... Toi, que c'est ça le critère premier. J'ai l'impression de faire quelque chose d'utile, où je travaille pour moi. C'est quoi la vraie motivation Alors, qui est il y a derrière? plusieurs motivations. La première, je pense, c'est être en recherche d'autonomie. Ouais, Je tu suis, disais la dernière fois. Ouais. je suis responsable de mon projet, je fais Ouais. mes choix. La seconde, elle est financière. Parce que pour un prix final, pour le client final identique, le salaire ou du moins les honoraires que va percevoir le freelance sont Ouais. supérieurs. Mhm. Troisième, c'est que même s'il a une difficulté, parce qu'il peut y avoir des moments où c'est que les missions peuvent s'arrêter, mais il a une richesse de missions Mhm. qu'il va choisir, qu'il ne trouvera pas ailleurs. Ok. Et derrière tout ça, c'est la qualité du travail, enfin la qualité de vie qui peut se créer. Parce qu'il y a beaucoup de freelance qui étaient des gens qui étaient salariés à Paris, qui sont venus à Toulouse, qui se sont mis freelance. Voilà. Tiffany? Mais moi, je voudrais rebondir sur la motivation pour revenir sur toi. Et toi, tes motivations, toi, en tant qu'entrepreneur, vis-à-vis des projets, est-ce que ce sont les mêmes aujourd'hui que c'était au démarrage, quand tu t'es lancé dans le monde du travail, ou quelles sont tes motivations à toi? Alors, mes motivations, elles sont celles d'un garçon qui va avoir bientôt 56 ans. Donc, je ne peux pas te répondre qu'elles sont les mêmes. Parce que je pense que si on s'était vu il y a 20 ans, tu aurais vu un autre personnage qui avait un mordant complètement différent et qui avait des projets personnels différents. Aujourd'hui, ma motivation est de transmettre. J'ai un associé qui a 10 ans de moins que moi, je veux lui transmettre. J'ai des collaborateurs qui sont plus jeunes que moi, je veux leur transmettre. Donc ça, c'est ma motivation par rapport à l'entreprise. Mes motivations aussi, c'est de voir grandir Poo. C'est de voir une entreprise qui a démarré de zéro, c'est qu'on a bâti un nom. Avec mon associé, on a travaillé sur la marque, sur tout ça. Et maintenant, j'aimerais le voir s'éclore au niveau national, et voilà, et on travaille là-dessus. Et puis ma motivation, c'est d'avoir avec des freelances la possibilité de leur apporter des missions qui les intéressent. Parce que, encore une fois, la relation entre Poo et un freelance, c'est une relation contractuelle. Hein. Donc Poo a un contrat, Poo contractualise avec un client final, et Poo contractualise avec un freelance. Donc ça veut dire que c'est nous qui portons le risque auprès du client final. Donc il faut qu'on soit sûr de notre freelance. Mais ce lien avec le freelance, c'est un contrat commercial, parce qu'il a une société. Plus de 50% ont des SASU, donc c'est des sociétés. Donc ce que l'on veut, c'est avoir une relation qui soit dans la durée avec ces gens-là. Un salarié, on peut lui imposer un peu, là, si la personne, ça se passe pas bien, elle peut partir du jour au lendemain, même si contractuellement on a protégé les choses. Donc ce qui va faire que ces gens-là vont nous faire confiance, c'est tout l'environnement qu'on va leur apporter. Première chose qu'on leur apporte, c'est on a créé une conciergerie pour les freelances. Donc alors pour nous, c'est pas un élément rémunérateur. C'est vraiment de dire, un freelance qui rejoint Poo, ce qu'on veut, c'est qu'il soit tranquille sur son quotidien et qu'il soit uniquement focusé sur son projet. À partir de là, s'il a un problème de banque, s'il a un problème de mutuelle, s'il a un problème de comptable, s'il a un problème d'assurance, on peut lui proposer une solution. Il la prend ou il la prend pas. Donc c'est ça la conciergerie. Ok. C'est des partenaires qu'on a choisis.
avec qui on a négocié des prix, on leur appellera ça. Combien de personnes tu as aujourd'hui en Alors, coworker? Alors, les coworkers qui sont actifs, qui travaillent, Ouais. au jour d'aujourd'hui, on a un peu plus de 30 personnes qui Ok. travaillent. Voilà. Donc, Pour un vivier de... pour un vivier de 500 coworkers D'accord. qualifiés. Ok. Ouais. Ouais. Moi j'avais une question par rapport, alors il y a deux questions principales, par rapport à l'associé, parce que tu nous as dit oui j'ai fait attention à l'associé que j'ai choisi, ouais mais sur quels critères? Comment tu fais pour trouver le bon? Parce que parfois on fait attention et puis on se trompe. Bah écoute, alors... Et Elodie rigole mais... Non, mais de toute manière, la rencontre avec une personne, c'est la même chose dans un couple. On se trompe. Maintenant, il faut faire... C'est pas un choix, c'est une cooptation mutuelle. Ouais. C'est la complémentarité qui compte vraiment ou c'est quoi La complémentarité, on l'a plus découverte après. Je pense que ce qui a fait qu'on est partis ensemble, c'est qu'on est tombé à un moment, Ouais. lui et moi, sur une problématique commune. D'accord. C'est un garçon qui a eu des fonctions opérationnelles à haut niveau dans une grosse SS2I et qui voulait entreprendre, chose qu'il n'avait jamais fait. D'accord. Et qui a des compétences commerciales et un cursus qui n'est pas discutable. Il a fait ses preuves. Ok. Et qui a surtout 10 ans de moins que moi. Ça c'est un critère important pour toi? Ben oui, parce que pour certains sujets, moi je peux être conseillère, mais je ne suis pas forcément l'homme de la situation. Ok. Parce qu'avec les années, on voit, il faut être réaliste, quoi. On voit les nouvelles technologies, on voit, je dirais, rien que la sémantique que les gens emploient sur certains sujets. Bon, voilà, il faut être réaliste. C'est pas, on ne va pas attirer forcément les bonnes personnes. Okay. Et c'est cette complémentarité. Donc on a une complémentarité où, moi j'étais plus entrepreneur que lui il était plus commercial que moi. Et ce qui a fait, donc on s'est retrouvés au même moment par rapport à un même projet. Et ce projet nous a réunis, le projet Pogo, parce que voilà, on a échangé sur ce projet-là et il a trouvé que le projet correspondait à ses valeurs. Et les valeurs aussi qui nous réunissent, je pense, c'est aussi ces valeurs humaines. Ok. Sur le fait que voilà, on se respecte. Tu le connaissais d'avant? Très peu. D'accord. Tiffany? Est-ce que le fait d'être à deux, on parle souvent de l'isolement de l'entrepreneur qui a du mal à des fois être, comme il est multicasquette, à se poser, prendre du recul, donc le plaisir toujours d'entreprendre, mais en fait au bout d'un moment non, ça n'arrive fatigué. Pas. Si, t'as un guidon. donc entre ta première société que tu as créée de zéro et Powo, je pense que tu t'es servi de l'expérience aussi de ta première. Aujourd'hui, le fait d'être associé, tu te sens moins isolé qu'à sur la première ou encore une fois, j'ai pas les mêmes objectifs. Quand j'ai fait ma première société de zéro, je sortais, je manageais plus de 1000 personnes, et voilà, et j'avais une ambition. Je disais, bon, en gros, je vais vous montrer ce que je peux faire tout seul, voilà. Et j'avais la dynamique, l'âge, peut-être l'insouciance aussi, mais ça a été un beau projet. Enfin, j'ai de très bons souvenirs. Là, j'avais pas envie. Donc, nous concernant, c'est cette notion-là. Je pense qu'avec le temps, on ne voit pas les choses de la même façon. Et puis, bon, j'ai le parcours l'entreprise, surtout quand on est dans une entreprise avec des fonds d'investissement, c'est lourd. Et après, bon, voilà, peut-être que si on m'avait proposé un autre projet comme Aliotech, j'aurais peut-être rebondi. Mais voilà, et puis il y a d'autres raisons aussi qui ont fait que voilà, c'est une belle histoire. C'est beaucoup une question d'opportunité quand même, enfin de moments, de bons moments avec les bonnes personnes. Et Elodie? Ben justement, j'avais envie de rebondir sur le fait de passer de grosses entreprises à une structure justement différente. Est-ce que c'est finalement l'opportunité et aujourd'hui le démarrage de la structure qui fait que la société n'a pas encore 1000 salariés, ou est-ce que c'est un vrai choix de rester sur une structure peut-être plus petite, plus flexible, je sais pas.
Alors, si je suis honnête, quand j'ai quitté Aliotech, j'ai essayé de faire des acquisitions. J'étais sur plusieurs projets pendant un an. Mais j'ai jamais trouvé un dossier dans lequel, je pouvais avoir la majorité, parce que ça faisait partie de mes critères, et deux, dans lequel je sentais qu'il y avait une capacité de retournement. En gros, je n'allais pas investir pour payer tout le reste de ma vie. Voilà. En sachant que le marché, les activités sur lesquelles je pouvais positionner ces sociétés étaient pas forcément faciles. Donc ça m'a pris un an. Et là, j'ai dit, bon, est-ce que c'est maintenant que tu veux... Alors, c'est vrai, moi je suis fils de paysan, on est tous fils de paysans finalement. Plus ou moins long terme, oui. Voilà. Mais bon, j'avais pas rejoué mon argent sur un projet comme ça à 55 ans, donc je voulais partir vraiment sur autre chose. Et puis non, le projet POO, je l'avais un peu écrit, et voilà, et puis je pense que c'est une histoire qui se crée, par un lien, par des rencontres. Puis c'est sympa quand même. Hein. C'est partir il y a 2 ans et demi, on était à zéro, on n'avait pas de nom, on n'avait rien. Aujourd'hui, on va faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a des clients majeurs qui nous suivent. Donc ça donne l'histoire. Hein. Après, il n'y a rien de fait. Hein. Il faut continuer. Tiffen, tu as une question ? Oui, j'ai une question moi sur la... Alors c'est ma deuxième question, parce que du coup tu as un vivier de 500 personnes, tu dis que tu as des acteurs majeurs, des clients majeurs, donc ma question forcément elle va porter sur le réseau. D'où tu as construit ce réseau-là, comment tu as connu ces clients-là ? Est-ce que c'est toutes ces années passées à développer tout un tas d'entreprises et de projets, ou est-ce que tu as mis des choses en place spécifiquement pour ça ? Non, il n'y a rien eu en place. Je pense qu'avec mon associé, on avait un background commercial qui nous a permis d'aller voir les gens. Donc tu avais déjà en fait les contacts, ou a priori une majorité de contacts qui... c'est fini ce temps-là où c'est qu'on a un contact et on dit tu te rappelles de moi, passe-moi une commande. Ouais. On fait quoi maintenant ? On fait quoi ? Il faut y arriver avec une idée. Ouais. Et je pense que pour vous, c'était une idée qui était assez nouvelle. Et en plus, je peux vous dire que j'ai vu un décalage entre Paris et Toulouse. Ah ouais ? Paris était plus mature sur le freelancing que Toulouse ne l'était. Ça, c'est... Ouais, mais logique, je ne pensais pas qu'il y avait cet écart. Pas autant, ouais. Alors maintenant, c'est fini, hein, dirais, tout le monde est autonome, mais quand on a démarré, ça nous a permis d'aller voir des clients et en leur disant, mais ils nous ont dit, ça, c'est pas bête. Ça peut nous apporter des talents qu'on n'est pas capable d'aller chercher. Ok. Il faut savoir que tous les grands groupes, d'ici une vingtaine d'années, ils auront tous un Chief Officer Freelancer. Donc une personne qui sera responsable d'attirer ces talents-là dans des gens qui sont en freelance. Beaucoup plus pertinent que le fameux Chief Happiness Officer qui a disparu en 6 mois, ce truc-là. Donc on a quelque chose de beaucoup plus pragmatique et de beaucoup plus utile. Donc ouais, tu penses que ça va vraiment se développer, ça, même en interne dans les grands groupes ? Ça va révolutionner le fonctionnement des grands groupes. En termes au niveau des freelances, ce qui était dit, c'était aussi que c'était plus on était expert précis sur un domaine, plus t'étais sur un domaine précis, que finalement on va embaucher des salariés mais plutôt généralistes, et tout ce qui est l'expertise très pointue, on va l'externaliser, et ça s'externalise de plus en plus. Et donc comme il y a un sous-traitant quelqu'un qui s'occupe de la sous-traitance, il y a quelqu'un qui s'occupe de toute l'externalisation humaine. Donc, mais en fait, en disant, soyez hyper pointu. Ouais, tu confirmes ça ? Mais c'est ce que j'appelle moi la talent économie. Donc des gens qui ont un fort talent, justement, ils vont être en capacité. Quelque part, ils ont besoin de personnes pour trouver du boulot. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'un accompagnement commercial. Parce que justement, ils n'ont pas ce réseau. Et c'est là où POO est pertinent. Enfin, je parle POO en tant que projet. C'est pertinent parce que justement ça va chercher les clients, et comme ces clients-là ne sont pas structurés pour aller passer une commande à 10, 20 ou indépendants, cette notion de chef officer freelancer, c'est POO qui la joue. Okay. Parce qu'on fait leur filtre, on les qualifie, ces talents, on regarde si leurs statuts sont en règle,
parce que ça c'est primordial. On ne peut pas présenter des gens s'ils n'ont pas un cabis, s'ils n'ont pas une responsabilité civile, enfin tous ces sujets-là. Et puis aussi on les qualifie par rapport au projet. Parce que de dire, on amène, comme c'est nous qui nous engageons sur le projet, il faut être sûr que ce projet-là, la personne qu'on va apporter, elle sache faire techniquement, mais elle sache aussi s'intégrer dans l'équipe projet. Une question, Élodie, peut-être? Dans le management, vous faites aussi la transition, transition d'entreprise, quand une entreprise est en mandat ad hoc et tout ça, et où en fait le président Les managers de transition, tu veux dire. Alors justement, c'est toute l'évolution, ça on l'a vu depuis que POO existe. Au début, on était vraiment sur des missions très développement finalement. Et plus ça va, plus on a des gens qui viennent nous voir, qui arrivent à la cinquantaine, qui ont justement, ils veulent faire le choix de leur mission. C'est des gens qui sont très mobiles, mais par contre, voilà, ils veulent quelque part le décider. Ils veulent des missions dans lesquelles ils vont rester, par exemple, pendant 6 mois, ils vont travailler le week-end, la semaine, pour remplir une fonction clairement identifiée. Donc, ils se sentent maîtres de leur projet. Et c'est ces managers de transition qui disent « Ok, il y a un problème à tel endroit, j'y vais. » On a une personne récemment là, qui est partie en Allemagne, il y avait un problème sur un fournisseur, il est parti pendant 15 jours et il a traité le problème. Mais il l'a fait de bon cœur. Alors que quand vous avez des fois un salarié, vous lui dites « Écoute, demain il faut que tu partes. Ah oui, mais bon, j'avais prévu dimanche. » Voilà, donc c'est cette relation-là. Barbecue avec les potes dimanche, il y a rugby. Parce que les entreprises aussi, elles sont de plus en plus en demande par rapport à ça, de se rendre compte aussi où elles ne sont pas obligées de stopper des projets ou autres en attendant de trouver les bonnes personnes pour les mener sur le long terme et d'avoir ces managers de transition qui, quand ça ne colle plus avec le profil en interne, on peut trouver un manager de transition qui va savoir, et ça commence et qu'on le sent, on voit que c'est en train de monter. C'est une demande qui est vraiment en train de monter parce que ça ne bloque plus l'entreprise en fait. Oui, c'est ça. Mais bon, on est vraiment dans une formule, je veux dire, quand on parle d'agilité dans l'entreprise, c'est ça. C'est d'avoir une réponse instantanée à un problème avec des gens qui ont une culture d'entreprise. Dernière question, parce que le temps passe. Élodie, je t'en prie. C'est Tiffany qui te coupe la parole tout le temps, on ne peut jamais en placer une. Moi j'avais une question parce que je suis allée sur la page et j'ai vu quelques statistiques sur la partie commerciale. Comme quoi donc 62% des freelances expliquent avoir des difficultés en prospection et que 78% d'entre eux attendent de l'agence un soutien commercial. Et donc en dehors effectivement là, de leur trouver des missions, quel est le soutien de POO, comment POO intervient sur ce vrai besoin du freelance et de l'indépendant, quoi. Alors, la statistique dont tu parles, merci de m'en poser la question parce que... Demain, elle aura disparu du site. C'est ça, elle est plus à jour. Au contraire, parce qu'en fait, elle a été pour nous un révélateur. Dans le sens où c'est tous les gens qu'on a contactés à qui on a envoyé ce questionnaire et ça a été leur réponse. Ça veut dire que le métier de POO qui accompagne finalement, on est des porteurs, on fait du portage commercial. Donc on a dit, mais tiens, on répond finalement au premier problème. Donc ça c'est vraiment très intéressant ce retour qu'on a eu. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on leur apporte à tous ces freelances, à tous ces porteurs? Et d'abord, ils sont plus seuls. Donc on va les accompagner entre le moment où on les voit, donc ils rencontrent nos collaboratrices qui sont là pour échanger avec eux, pour savoir ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller, financièrement, qu'est-ce qu'ils attendent aussi, parce que si les gens nous demandent une rémunération trop élevée, nous on ne sera pas capable de vendre, on connaît le marché. Donc ça c'est leur premier lien. Ensuite, une fois que ce lien est fait, mais après on les suit, parce qu'on n'a pas tout de suite une mission. Donc on les suit, et un jour la personne le rappelle, il dit tiens, j'ai fini ma mission, est-ce que vous aurez une mission pour moi? Donc on a une mission, après on va les accompagner chez le client. Donc ça veut dire que les gens, on ne va pas leur dire va là-bas, débrouille-toi. Non, on va avec eux. Donc là on est partenaire. On accompagne la personne, on est partenaire. Donc si on gagne l'affaire, c'est on gagne l'affaire. Si on la perd, c'est on perd l'affaire. Donc on les accompagne. Et après, sur la vie du projet, on fait des revues d'offres avec eux et le client. On regarde comment ça se passe. Et eux, ils savent qu'ils seront payés
que si le projet est bien livré. Voilà, donc ça, c'est aussi important. À côté de ça, on ne fait pas de trésorerie. Là aussi, Povo s'engage à payer les freelances au fil de l'eau. Ouais. Parce que si un client pose un problème... Ça me fait penser à d'autres cas plutôt. Voilà. Donc on essaie aussi de... On ne fait pas de trésorerie sur leur dos, on paye, et après on traite le problème avec le client. Mais on est vraiment lié sur le projet. Et à la fin, quand ça se passe bien, voilà, c'est... Il y a un lien qui s'est... Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont partis, à qui on a bien fini une mission, et un jour ils nous appellent en disant « Tiens, j'ai trouvé une autre mission, est-ce que tu veux pas nous accompagner ?» Donc c'est cet échange-là. Et puis on fait aussi, on fait des soirées avec eux. Donc on se retrouve, et il n'y a rien de... C'est vraiment en toute convivialité. Donc on passe un moment... Alors il y a toujours un petit discours pour dire bonne année, qu'est-ce qu'on fait. Mais le but c'est de partager un moment. Donc on n'a pas la relation qui est des fois compliquée avec un salarié, parce qu'il y a un problème d'augmentation, parce qu'il veut prendre ses vacances et on lui empêche, parce que si, parce que là. Donc là, on décide ensemble. Et ça, je crois que c'est important, c'est ce partage-là. Et c'est pour ça que Povo, c'est une agence humanisée. Et dans ce métier du freelancing, on va trouver beaucoup de plateformes déshumanisées. C'est clair. Et là, c'est vraiment, je mets en relation deux personnes, mais après, débrouillez-vous. Voilà. Mais même pas en relation, c'est juste une vitrine. Oui, c'est ça en plus. Ok. Dernière question, et après on va... Ouais, parce que le temps... On fait faire une émission de 2 heures, on est parti. Moi, je suis chaud. Moi, qui disais que c'était long, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il faut ce temps-là pour qu'on puisse discuter de choses sérieusement. Donc à tous ceux qui nous écoutent et qui veulent des émissions d'1 quart d'heure, c'est non. Tiffany. Oui, la dernière question, c'était entre donc la première expérience où tu avais un côté mordant et où tu avais besoin de prouver des choses, et là où tu es plutôt sur transmettre. Aux entrepreneurs qui nous écoutent, si tu avais un conseil à donner en tant qu'entrepreneur. Alors je m'inscris en faux, elle me pique systématiquement ma question depuis le début de la saison 2. Tu fais exprès. Non mais tu veux prendre le pouvoir, il n'y a pas de problème. Je vais me mettre en freelance. En tant qu'entrepreneur par rapport, ou un secret, ou un truc, enfin... C'est une excellente question, Tiffany. Je vais répondre à tous les deux pour pas qu'il y ait d'histoire, je ne veux pas créer de... Mais moi je pense que chaque entreprise est quelque chose de particulier. À la fois par rapport au projet que l'on porte, par rapport aux moyens qu'on y met, par rapport à l'âge que l'on a, par rapport à son vécu. Après, pour moi, il y a des règles de base. Il faut avoir un projet sérieux, il faut avoir une capacité d'aller voir des clients. Et ce qu'on a fait d'ailleurs dans Povo, on est allé voir les clients avant même que Povo soit finalisé, pour leur dire est-ce que tu penses que... Donc quelque part on s'est fait coopter par eux. Ça ne veut pas dire que ces gens-là on travaille avec eux aujourd'hui, mais ça donne un beau miroir. Il faut avoir une trésorerie, parce que rien de plus difficile quand on démarre comme ça d'être à la recherche de sa trésorerie, parce que quand on passe son temps là-dessus, on ne le passe pas ailleurs. Après... C'est déjà pas mal, hein, c'est bien. Ça fait déjà beaucoup de choses à mettre en place. Et puis, les 3 piliers. C'est 3 piliers. Puis il faut y croire, parce que la façon dont tu parles de tes projets, ou tu parles de Povo et tout, on sent que t'en es convaincu. Que c'est, non, ça, je pourrais pas faire différemment. Oui, je suis d'accord, si t'es pas convaincu, t'y vas pas. Mais il y en a qui le font. Comment ça, qui sont pas convaincus et qui y vont quand même? On en croise. Attends, il y en a. Il y a des trucs bizarres. Il faut être vraiment convaincu. Ah oui, mais bon, je crois que là, faut pas. Non, parce qu'en plus, l'intérêt d'avoir sa propre entreprise, c'est le matin, quand tu te lèves, c'est de dire, je sais pourquoi j'y vais, parce que vous m'arrêtez. On est d'accord. Ok. Ça nous parle, c'est bizarre. Ça nous parle. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. Alors, on n'a pas fini, parce que tu vas voir. Alors, Tiffany. Oui. Ta Killing Info. Ah, la Killing Info. C'est maintenant. C'est maintenant. Alors, la Killing Info, elle est basée sur 2 études qui sont... 2 données qui sont sorties là, entre hier et aujourd'hui. En plus, c'est de la Killing Info fraîche. J'ai trouvé intéressante. La première, qui est une étude de l'INSEE, qui est sortie sur la dynamique des régions en termes d'entrepreneuriat, d'entreprise, qui est assez bien faite. Il faut savoir que le bassin toulousain, qui était qui faisait partie du top 3 en tant que région qui crée le plus d'entreprises, est sortie du top 3. Mais pour une bonne chose, c'est qu'elle est passée en
en termes de maturité dans le top. Elle est passée première ou première je crois, sur de tout ce qui est le bassin de création d'emplois et de stabilité d'entreprise et de développement d'entreprise et du nombre de PME qui est en train de se développer. C'est-à-dire qu'en termes de création, Lyon et Bordeaux sont vraiment beaucoup plus dynamiques que Toulouse aujourd'hui. Mais Toulouse est clairement en train de passer dans cette phase de maturité où on est sur le développement de ces entreprises aujourd'hui. Le but, c'est pas forcément de créer, d'innover, mais c'est de développer. Et donc, en termes de création d'emplois, il y a qui croise une deuxième étude où là, il y a vraiment prévu sur 2020 un très bon dynamisme de recherche, en tout cas, d'emploi ou de talent. De futurs talents freelancers parce que ça rentre en compte. Et donc, alors, secteur numéro 1, c'est tout ce qui est nettoyage des locaux industriels, qui est en recherche de beaucoup d'emplois. L'industrie arrive en 4e sur toute la partie ingénierie. Service à la personne est en 2e. Voilà, mais il y a plein de sources et de données qui vont sortir dans ces prochains mois là, jusqu'à la fin de l'année par rapport à ça. Et je pense que c'est de bon augure pour Toulouse en tout cas, parce qu'en plus qui dit développement de société, stabilité et développement des sociétés veut dire accompagnement, vouloir être accompagné, être entouré d'experts, d'aller voir ailleurs, se diversifier aussi sur le futur et pouvoir aussi s'exporter. Il y en a beaucoup qui cherchent. Voilà. Une info de Tiffen, c'est devenu. De toute façon, je te le dis, les filles elles prennent le pouvoir dans cette émission. Bientôt, je tiendrai les lampes. Moi, je servirai plus à rien. Allez, on va attaquer avec la dernière partie de l'émission. Donc là, il va falloir te concentrer parce que c'est maintenant, c'est le Grisby Fight, on a appelé ça. Donc 3 questions. Le premier qui est à 2 bonnes réponses gagne. Alors c'est bien souvent plutôt des questions de rapidité. Donc tu es seul face aux filles. Ce qui est un avantage. Ce qui peut être un avantage, en même temps elles ont 2 cerveaux. Mais elles se concertent peu. Et en général, il y en a une qui répond trop vite. C'est gagné. Non, tu peux les plier, il n'y a aucun problème avec ça. Tu peux y aller, parce qu'elles elles n'en auront pas. Donc alors, j'ai essayé de mixer un petit peu les questions. Il y a une question sérieuse. Il y a une question internationale et il y a une question locale, mais locale. J'ai fait ça la dernière fois, je me suis dit voilà, comme ça il n'y a pas de discussion après, on est sur un peu tous les terrains. Donc première question, rapidité je pense. Quel organisme d'État permettant le financement des entreprises a dans son nom le mot banque alors qu'elle ne dispose en réalité d'aucune licence bancaire? La BPI. J'avais dit c'était rapidité. La BPI en effet. Donc ça s'appelle la BPI, et alors qu'en fait elle n'a aucune licence bancaire. Voilà. Donc je veux pas dire qu'il n'y a pas égalité. Tu sais pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que je crois que je t'ai vu poster quelque chose sur LinkedIn en rapport avec la BPI et je me suis dit je vais aller sur ce terrain-là. Je pensais un peu t'avantager à la première question. Et ça c'était la question sérieuse. Ouais. Okay. Institutionnel, on va dire. Institutionnel, quoi. D'accord. Tu fais la maline, c'est quand même Elodie qui a bien répondu. Donc, attention à toi. Donc, créé en 2012, ces ressources, donc à la BPI, proviennent en majorité des marchés financiers privés et son capital est détenu par la Caisse des dépôts et l'État ainsi que des sociétaires. Donc, ce n'est absolument pas une banque. Et pourtant, voilà, il y a le mot banque. On peut faire ce qu'on veut, ce truc-là. Mais quel pays Je vais finir la question quand même. A lancé en juillet 2019 son propre indice boursier de valeur technologique afin de concurrencer le Nasdaq. Quel pays a lancé en juillet 2019 son propre indice boursier de valeur technologique afin de concurrencer le Nasdaq? C'est la France? Non, États-Unis? Non, le Nasdaq c'est américain. Oui, Nasdaq c'est aux États-Unis. Ouais. Pas le Japon. Le Japon? Non. La Chine? Oui. La Chine. Elles ont déjà gagné. Ouais. Tu vas jouer pour l'honneur. Tu vas jouer pour l'honneur. Et la Chine. Même moi, là, j'ai fait aussi. J'ai découvert ça avec la petite guéguerre commerciale qu'il y a eu entre les États-Unis et la Chine. En effet, donc baptisé Star Market, le Nasdaq chinois dispose de règles en plus d'introduction en bourse assouplies pour aider les entreprises prometteuses à lever plus facilement des capitaux afin de financer leur développement. Donc aussi l'idée c'est pour la Chine c'est de retenir aussi leurs petites pépites, les entreprises un petit peu plutôt qu'elles se barrent aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc ils ont lancé ça, c'est très récent, ça date de cet été. Je sais, je suis à la pointe. Il n'y a pas que toi qui a la pointe de l'info. Elodie est très forte. Non, ça c'est parce que je me suis remise au mandarin. C'est vrai. Allez, troisième question. Bon là on est dans du super local. Mise sur le marché en Occitanie en décembre 2018. Comment s'appelle la machine à destination des restaurateurs qui permet de proposer un aligot en moins d'1 minute? J'ai trouvé ça sur tous les coups.
Donc comment s'appelle ce produit, enfin cette machine qui permet au... L'Aligo c'est très bon, c'est Aveyronais, Ouais. mais... Allez, imaginons qu'on fasse un brainstorming, comment vous appelez, Aligotin. comment on pourrait l'appeler cette machine-là? Une machine qui permet de faire un aligot en moins d'1 minute. Comment vous l'appelleriez? Aligo minute. T'es pas loin. T'es pas loin, t'es vraiment pas loin. Allez, pour Aligo l'honneur. vite. On est là-dessus. Vas-y. À 10 minutes. Non. Allez, vas-y. Le point pour l'honneur là. Non? C'est vrai, vous l'avez pas? Aligo Express. Oui. Bravo. Bravo, bravo. Lancée donc en décembre 2018, la machine Aligo Express, destinée aux professionnels de la restauration, permet de proposer en moins d'1 minute un aligot onctueux. Et donc près de 200 machines sont déjà commandées. Il a fallu, et ça c'est la petite touche quand même que j'ai adoré, 2 ans de R&D pour concevoir cette machine. 2 ans de R&D pour avoir un aligot. Un aligot Un minute. Si t'as aligot déjà fait minute, de l'aligot maison, je peux te garantir que c'est pas en 1 minute qu'il est prêt ton aligot. C'est vrai. Ouais. 2 ans de R&D, voilà, comme quoi l'aligot c'est du haut niveau. Je suis désolé, tu t'as pris cher, hein. T'as pris 3-0. Non, mais mais- j'avais dit que je laissais gagner. Oui, tu l'avais dit, Ouais. c'est vrai, il avait prévenu. Deuxième victoire, les filles, en cette saison 2. Bravo. Chaque année, c'est impressionnant. Alors, j'avais une question pour finir l'émission sur ton conseil, en effet, pour les entrepreneurs. Mais alors, j'ai l'habitude de le mettre en début d'émission. On fait une petite intro là-dessus. D'accord. Mais Tiffany a déjà posé la question, je crois Parce qu'on que a. c'est ce qui nous intéresse. Bah oui, c'est ce qui oui. nous intéresse, à moins que tu aies une petite. Moi, j'avais juste une question. Mais vas-y. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu distingues un freelance d'un chef d'entreprise? Oui. Oui, parce que en fait, être chef d'entreprise, ça ne s'arrête pas à faire un projet. Il faut en avoir l'idée, il faut le faire, il faut qu'il soit rentable, et puis il faut se projeter. Mhm. Donc cette projection-là, pour ça, il faut avoir du réseau, il faut aller se renseigner sur qu'est-ce que je peux faire demain, avec qui. Enfin voilà, il y a une construction qui va au-delà d'une réponse à un besoin. Je pense que le freelance, lui, il répond à un besoin. Alors, pas tous les freelances, il ne faut pas faire une généralité, mais voilà. Donc, mais c'est un vrai point de départ, par contre, pour devenir entrepreneur. Ok. Je pense qu'on peut démarrer par ça, et on va côtoyer des problématiques très simples. Enfin, nous, on rencontre des gens, leur première difficulté, c'est de monter leur structure. Quand on n'a jamais fait ça, ça paraît compliqué, mais bon, une fois qu'on l'a fait, surtout maintenant, si la personne veut démarrer comme auto-entrepreneur, il va sur Internet, puis après il bascule, il monte sa SASU, donc, mais ça paraît simple quand on l'a fait. Après, c'est un peu plus compliqué. Et puis après, derrière, il y a toutes les étapes. Et puis, les gens n'ont pas forcément aussi la capacité de répondre à un cahier des charges. Ça aussi, c'est compliqué. Parce que répondre, on peut, mais prendre les précautions qui vont éviter de se casser la gueule derrière. Parce que les clients ne sont pas toujours très fer, comme on dit. Donc, voilà, ils ne disent pas tout. Donc, faut pas... Donc, voilà. Donc, mais par contre, c'est un vrai départ. On peut démarrer comme freelance pour après devenir entrepreneur. Ça se voit vachement à l'école. Ah ouais? Ouais, tu vois, c'est vite, je trouve. Et Dans l'état l'école, d'esprit. les établissements, les deux établissements. J'ai trois enfants, 3 établissements. Donc, Elle diversifie. diversifie. Au cas où. Et en fait, ils en parlent qu'aujourd'hui même, on demande aux enfants beaucoup de spécialiser très en amont et tout ça. Et ils en parlent que de toute façon, même dans l'apprentissage même, entre ceux qui sont autonomes ou pas, Ouais. et ceux où en fait le côté règle, ils aiment pas, parce que même les parents qui sont entrepreneurs à la maison, ils aiment pas, et ils veulent aller chercher la solution, et s'il faut prendre le chemin d'à côté, on y va. Tu veux dire Et que en si fait, t'as un il y a une gamin qui est collé confrontation. tout le temps, c'est normal? C'est un peu C'est un près bon ça. signe? Non, parce C'est que à peu pour le près coup. ça. Mais en fait, ils se retrouvent confrontés à ça de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants, d'entrepreneurs qui sont là et qui sont autodidactes, qui ont été chercher eux-mêmes les infos et tout ça, qui n'ont pas trouvé, qui n'ont pas pris le chemin tout droit ou qui ne sont pas rentrés dans les règles, mais ça a marché. Donc toi aussi, mon fils ou ma fille, ça a marché pour toi aussi. Donc, et c'est pas grave, tu cher vas y père, aller. chère mère, si votre gamin c'est se vrai. fait coller Et tous se les pose- week-ends, se pas de pose souci. beaucoup de questions C'est un futur autour de entrepreneur. ça. C'est bon signe. Ouais.
Mais c'est c'est- clair. Ça fait Ah, partie. Ça fait partie oui, Ah je non, pense parce que que- si tu suis Ouais. je dirais si tu suis. donc, Avec Elodie en snowboard, on crame toujours les skieurs là pour prendre le tire-fesse en C'est ça. premier. Ouais. Ça- C'est ça qu'il faut mettre en intro, faut être un peu Oui. rebelle, c'est vrai. Et, C'est ça. mais par contre, Non d'avoir. mais tu veux pas faire le montage non plus parce que déjà que tu poses des questions à ma place, non mais ça non, va. Mais Non, moi, mais c'est t'as le côté fait entrepreneur plaisir. qui Non, me mais plaît. c'est fou. Ouais. Non mais t'as raison. Donc, Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos. Conclusion. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième émission de la deuxième saison du Grisby Radio Show. On reviendra le mois prochain sur les ondes YouTubesques pour la suite des hostilités, parce que je rappelle que nous ne sommes pas à la radio mais sur YouTube. On pose la question régulièrement. N'hésitez pas à lâcher du pouce en masse, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti et à partager sur les réseaux sociaux. Toutes les infos dans la description juste en dessous. Merci à toi Jean-Claude d'être venu pour cette émission, c'était un plaisir. Un gros merci à Tiffen et Elodie. Et pour finir, n'oubliez pas que les entrepreneurs ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'était encore le retour fatal du Grisby Radio Show. À bientôt tout le monde. Ciao bye. Merci les filles, merci Jean-Claude. Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Merci.